وصلت شوية أنا. Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom l'étude comparative des solutions SIEMS. Ce séminaire se tournera autour de la planification des protections de travail de charge de travail cloud à l'aide de Microsoft Defender pour le cloud, la connexion des ressources Azure à Microsoft Defender pour le cloud, connecter les ressources non Azure à Microsoft Defender pour le cloud, administrer notre gestion de la posture de sécurité cloud, protection de charge de travail dans Microsoft Defender for Cloud, et enfin la correction des alertes de sécurité à l'aide de Microsoft Defender pour le cloud. Tout cela avec Dr Soufiane Mahalti, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Soufiane. Dr Soufiane, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, Malak, et soyez le bienvenu pour votre public aujourd'hui pour cette séminaire à propos les solutions SIEM existantes sur le marché. Donc, le SIEM, c'est quoi? C'est la gestion des événements. Donc, il s'agit de collecter des logs à partir de différents environnements, que ce soit réseau, que ce soit serveur, que ce soit poste de travail ou équipement réseau ou même autre. Et on va faire une évaluation de tous ces logs-là avec des outils informatiques qui sont un peu puissants. Il y aura différentes solutions sur le marché. Juste pour voir un peu le cadran, je vais vous mentionner le cadran des solutions SIEM avant de vous présenter notre travail. Donc, je vais faire un cadran SIEM 2024, par exemple. Ça suffit, hein? C'est juste pour voir le cadran des différentes solutions. Donc, ce cadran-là, il est, c'est-à-dire mené ou étudié par la société Gartner, qui est leader international dans la partie statistique. Et là, il va vous mentionner déjà les différentes solutions SIEM existantes. Juste, je vais faire un petit zoom. Voilà. OK. Voilà. Donc là, c'est les solutions. Non, c'est process mining, mais je vais chercher juste le log. Parce que c'est pas de process mining, SIEM, cadran, Gartner. Gartner. Voilà. 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 Donc là, les différentes solutions SIEM, comme vous voyez, on a différentes solutions. Il y a des profils comme Barracuda. Ce sont tous des solutions commerciaux, hein. Il y a Barracuda, il y a Ericsson, il y a Juniper aussi. Il y a des solutions qui sont en cours de développement. Il y a le Huawei, il y a le Palo Alto, il y a le Cisco et il y a le Fortinet. Mais il y a d'autres, hein, parce que là, j'ai pris juste le centre de Fortinet. Si je prends celle de Splunk, par exemple, il va nous mentionner tout, hein. Donc là, c'est le centre du Splunk. Et il n'y a pas vraiment. Voilà, là, c'est mieux. Donc, comme vous voyez, donc là, c'est le centre de SIEM. Donc, si vous allez étudier ça, donc on trouve que Microsoft et Splunk dans le top des cadrans. C'est-à-dire ce sont les leaders, les solutions leaders sur le marché côté SIEM. Est-ce que je peux partager le chat? Voilà, je vais partager le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez même après bénéficier de ce lien pour voir d'autres solutions existantes sur le marché. Il y a le Logio, le Logio, il y a le Manage Engine, il y a le Elastic, Logrit, il y a le Rapid7, le Fortinet, il est dans le rubrique Challenge.
Mais le top, c'est Microsoft et Splunk, hein. Et donc, nous, les CIEM, ils sont tous là, que le fonctionnement, il est similaire, les uns par rapport aux autres, mais certainement, on a certaines solutions qui sont plus améliorées par rapport aux autres. Et donc, nous, on va étudier juste un cas de figure de Microsoft, le CIEM de Microsoft, mais vous pouvez raisonner après sur les autres environnements CMC. Voilà. Donc, on va voir, on va commencer par la première, pardon, la solution sur le cloud qui est basée sur le Defender for Cloud. Donc, Microsoft Defender for Cloud, c'est une solution en mode SaaS qui tourne sur le cloud Azure essentiellement et qui permet de gérer la sécurité au niveau des différents types de cloud comme le Amazon Web Service, le Azure, le Google Cloud et même le on-premise. C'est-à-dire, si vous avez des charges de travail on-premise, je peux les surveiller tous avec le Defender for Cloud. Si j'ai des charges de travail sur Google, sur Amazon aussi, je peux les surveiller tous, même pour des environnements de développement, on appelle ça DevSecOps, on peut les gérer avec le Defender for Cloud. Là, c'est la partie abonnement. Donc, le Defender for Cloud, il est basé sur des plans de travail et tarification. Donc, ça dépend. Donc, pour les serveurs, on a des tarifs de $15 par serveur par mois. Pour les applications serveurs aussi, $15. Pour le compte de stockage, on a $10 par compte de stockage par mois. Pour les conteneurs, c'est $7. Pour les corps de machine, pour les key vaults, c'est $0,25. Les API, etc. Et donc là, il peut se greffer, que ce soit sur un environnement cloud ou autre, pour bien sûr scanner si on a des vulnérabilités sur notre environnement du travail. Sinon, on a des tâches pour le Defender for Cloud. On peut gérer la posture de sécurité. Gérer la posture, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'on a en termes de sécurité sur nos machines et services sur le cloud, se protéger contre les menaces. Certainement, on a des menaces. Il va proposer quelles sont les menaces qui affectent actuellement notre infrastructure informatique. Et bien sûr, là, ça va nous mentionner les outils. Bien sûr, on peut proposer des solutions ou il va nous recommander des solutions pour, bien sûr, s'échapper ou remédier à ces cas de figure. Donc, on peut par défaut, Microsoft, elle propose le Microsoft Defender for Cloud. Disons, tu peux avoir une solution gratuitement, c'est-à-dire pour un mois, c'est gratuit. Mais après, il faut mettre à faire un upgrade et tu commences à scanner les ressources que vous souhaitez, bien sûr, ou les ressources disponibles sur votre abonnement. Donc, sur le Defender for Cloud, on peut se connecter sur des solutions Azure ou non Azure, ça dépend de votre choix. Donc là, que ce soit vous travaillez sur un environnement Azure, on a les VM, certainement maintenant, partout dans le monde, on utilise souvent les clouds. Le cloud, il est trop demandé sur le marché. Que ce soit essentiellement le cloud public, hein, actuellement on parle sur le cloud public, donc là on a des machines virtuelles, des comptes de stockage, des réseaux, des VM, etc. Et tout ça, on peut le surveiller facilement sur notre abonnement. Une fois on commence à gérer notre abonnement, voilà, la VM il est en cours d'exécution et il va nous recommander, par exemple, là il dit, vous avez des ports ouverts, vous devez faire des mises à jour, les ports de gestion, on doit les fermer, etc., etc. Outre que la surveillance, donc là, outre que les environnements Azure, on peut l'intégrer avec des environnements non Azure. Exemple d'événements dans Azure, par exemple, des infrastructures on-premise qui va être, par exemple, déployé sur quoi? Déployé sur, par exemple, des VMware, des solutions VMware, de virtualisation VMware ou des solutions Hyper-V ou autres, hein. Et donc là, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? On va
créer un serveur de log quelque part sur le cloud. On appelle ça le log analytics. Et on doit installer des agents de, bien sûr, le enrôlement de ces serveurs-là sur les machines on-premise. Voilà. Donc, que ce soit vous travaillez des environnements Azure ou non Azure, comme les Kubernetes, pour gérer les conteneurs, les VM, les bases de données, etc., on doit manager toute cette infrastructure-là avec un service qui s'appelle Azure Arc. Donc, Azure Arc, il est un outil indispensable pour gérer les infrastructures on-premise sur le cloud Azure et qu'on puisse le administrer et bien sûr les gérer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer ou mettre en œuvre le Azure Arc et après, on va installer des agents sur les environnements non Azure et bien sûr, bien sûr, le Cloud Defender, il fonctionne directement avec les environnements, comme vous voyez, Azure. Ça ne nécessite pas l'installation des agents. Mais il y a autre moyen pour enrôler les devices, on appelle ça le Defender pour point déterminant ou pour endpoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux intégrer mes machines directement dans Defender pour point déterminant avec des GPU ou autres. Certainement, dans certains cas, on a des infrastructures qu'on appelle multi-cloud. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai, la solution, elle tourne sur Azure, mais j'ai des infrastructures, par exemple, sur Amazon, sur GCP, sur GitHub, sur Azure DevOps, etc. Et je veux surveiller la partie sécurité de tous ces environnements-là avec le Cloud Defender. Et donc, c'est possible de gérer des comptes Amazon, gérer des comptes GCP. Il va vous assurer ou recommander des recommandations. Il va vous afficher des alertes de sécurité, etc. C'est possible aussi de gérer des projets sur GCP. Voilà. Après, une fois on a enrôlé l'infrastructure, que ce soit on-premise ou sur le cloud, donc là, le Defender, il va nous donner un degré de sécurisation. Par exemple, là, il dit vous êtes à 36%. Bon, 36%, c'est au-dessous de la moyenne. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On doit remédier, on doit corriger les propositions, les recommandations détectées ou les anomalies détectées. Et comme ça, le score de sécurité, ça va être amélioré de un par un. Donc, on a des recommandations à risque. Voilà, par risque, on a des risques de sécurité. Par exemple, ici, détecté sur le compte de stockage, il dit que vous devez empêcher, bien sûr, le partage des les access keys. Vous pouvez, par exemple, les comptes de stockage ils doivent être en private link et non en des liens publics, etc. Et donc là, on doit, bien sûr, si tu ouvres le lien par un, quelque part, il va vous recommander des étapes à faire côté votre compte de stockage ou service qui convient pour améliorer la sécurité, bien sûr, de votre environnement. Donc là, pour côté Microsoft, Cloud Defender, donc on a des points de référence qu'on peut utiliser pour améliorer la posture de sécurité cloud. Donc là, on utilise des benchmarks de sécurité Azure, on peut utiliser des références en matière de sécurité, que ce soit pour le cloud ou pour les autres outils de cloud. Par exemple, ici, les CIS benchmark, ou autres, le ISO, le NIST, etc. On a aussi la notion de la mesure de conformité, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsque je travaille sur le cloud, peut-être l'entreprise elle a besoin d'être conforme à des normes de sécurité bien déterminées. Comment on va faire ça? On peut le faire soit manuellement, mais avec cet outil, Microsoft il dit, voilà, on peut scanner la conformité réglementaire par rapport à des normes de sécurité qui sont déjà imbriquées dans ce service-là. Et donc, que ce soit vous êtes aligné avec
les services de Microsoft ou de ISO 27001 ou des CES Benchmark ou NIST ou je ne sais pas, ça dépend de la norme de sécurité qui vous convient, que tu l'appliques dans votre environnement de travail. Là, cet outil, il est capable de mesurer la conformité de votre produit. Donc là, le point fort du service, c'est quoi? C'est qu'il peut identifier et analyser les risques dans votre environnement cloud. Donc, on peut détecter, on peut scanner les données sensibles, comme les données dans les serveurs, dans les applications, dans les app services. Je peux gérer aussi les adresses IP publiques, des machines virtuelles. Je peux vérifier, bien sûr, le compte de stockage, l'accès des comptes de stockage à partir des VM, des réseaux. Voilà et tout, hein. Donc, tout ça, je peux l'explorer et je peux l'identifier facilement. Je peux analyser le chemin d'attaque, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsque vous détectez qu'il y a une attaque sur une ressource bien déterminée, certainement avec le Defender for Cloud, tu peux le tracer. C'est important, hein. Par exemple, voir quelle est la machine qui est défectueuse, quelle est la source de l'attaque, etc. Et ça va vous aider à prendre des mesures bien déterminées côté infrastructure. Bien sûr, je peux explorer la sécurité cloud. Donc, on a un explorateur pour voir sur tel service ou telle ressource, qu'est-ce qu'on a en termes de rapport de sécurité. Donc, il va vous afficher des graphiques, des requêtes qu'on va les expliquer. On peut classifier les données à travers des niveaux de sécurité, à travers des mises à jour, à travers des niveaux de conformité et même à travers des alertes. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des dizaines ou même des centaines d'alertes. Est-ce que tous les alertes sont équivalents ou non? C'est bon. Next. On va voir la protection maintenant. Donc, se protéger contre le cloud avec les services de cloud. Donc là, je peux protéger les serveurs. Voilà, donc c'est certainement, je peux le confirmer, c'est 15 $ par mois, par serveur par mois. Je peux aussi protéger les app services. Donc les app services, c'est quoi? Ce sont les serveurs web. Actuellement, je peux héberger un site web, que ce soit sur une machine virtuelle ou sur on-premise ou sur un service IaaS Cloud, mais je peux l'héberger aussi où? Je peux l'héberger sur un service managé qui s'appelle App Service. Et donc là, peut-être les données, on peut identifier des attaques ou des attaquants sur ces services-là. Et donc là, je peux l'activer. Je peux l'activer aussi pour les bases de données. Certainement aujourd'hui, on travaille pour différents environnements informatiques et le client, peut-être, il travaille en full cloud, donc il utilise des bases de données managées sur le cloud. Et donc, une fois on a utilisé ces bases de données managées, donc l'idée, c'est de protéger avec ce Cloud Defender et voir des scans de sécurité bien déterminés qui sont capables de détecter si on a des soucis de sécurité ou autres sur notre environnement database, que ce soit en Azure SQL Database, en des serveurs SQL, des bases de données relationnelles, de Cosmos DB, etc. Voilà, donc je peux gérer la sécurité des bases de données au niveau des bases de données de type PostgreSQL, MySQL, MariaDB. Je peux aussi gérer la sécurité au niveau du compte de stockage. Donc, le compte de stockage, c'est un service sur le cloud pour sauvegarder les fichiers. Donc, certainement, on va sauvegarder des images, des photos, des fichiers, des données massives, des backups, etc. Et donc, que ce soit le type de données donc, ou le châssis, donc l'attaquant il peut accéder à des données là. Et donc, nous, on doit détecter, envoyer des alertes et bien sûr, on doit ouvrir des tickets pour bien sûr prendre des mesures côté sécurité. Je peux gérer aussi la sécurité au niveau conteneur. Donc là, la containerisation est importante aujourd'hui dans notre environnement informatique, essentiellement pour les hébergements web
Et donc là, j'ai des serveurs virtualisés. Pour chaque serveur, j'ai des pods et des nœuds qui sont déployés. Et ce sont des applications web quelque part. Et bien sûr, tout ça, il est géré par Microsoft Defender for the Cloud. Que ce soit vous êtes sur Amazon, sur AKS, le service AKS ou AKS de Azure ou Amazon, tout ça, on peut le gérer facilement. Le Defender for Cloud aussi, il peut gérer ce qu'on appelle les key vault. C'est quoi le key vault? C'est le coffre-fort de clés. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez les secrets, ce sont des mots de passe, des clés de chiffrement ou même des certificats. Et donc, l'idée, on doit le sauvegarder dans un emplacement chiffré. Microsoft, elle propose le Key Vault comme étant un serveur de chiffrement. Mais imaginez qu'il y a un attaquant qui essaie de faire du scan ou il a eu des accès non autorisés à Key Vault. Et donc là, je dois résoudre ces problèmes de sécurité. Je peux faire ça aussi pour le Azure Resource Manager. Donc là, c'est le gestionnaire de ressources. On appelle ça des ressources groupes. Donc, ils vont collecter des informations sur les services, les VM, les app services, les magasins. On peut l'appliquer aussi pour les API. Certainement, dans certains cas, on doit utiliser des API pour faire des requêtes bien déterminées sur le cloud ou même autre. Et donc, au travers de ces API-là, ils peuvent être menacés par ce qu'on appelle le WASP API. Ce sont les top des attaques qui peuvent assigner, qui peuvent affecter le API. On peut l'appliquer aussi sur Defender, sur GitHub, où GitHub, c'est le repository Microsoft pour gérer les codes sources. Je peux l'appliquer aussi pour Defender pour le cloud. Voilà, on peut le gérer, hein, tout ça, on peut le gérer facilement, que ce soit manuellement ou à travers des infrastructures as a code. Là, c'est la console de sécurité. Vous voyez que ce soit vous êtes sur GitHub, vous êtes sur Azure DevOps ou GitLab, c'est possible. Là. Tous ces environnements, à partir de là, je peux les mesurer, je peux les surveiller avec une console centralisée et je peux voir, bien sûr, la posture de sécurité avec les différentes attaques qui sont déjà détectées. Après, une fois, on a des alertes qui sont bien sûr détectées, on a des alertes et des incidents de sécurité. Donc, c'est ça, hein, le but de SIEM, c'est que à travers tous ces environnements qu'on a déjà explorés ensemble, on peut surveiller le trafic, on peut collecter des logs et analyser des logs. Et bien sûr, on peut détecter les menaces et les classifier pour avoir une évaluation totale de toutes les alertes de sécurité. Par exemple, une fois on a une alerte, par exemple, là, il dit, vous avez un SQL injection. Donc, quelqu'un, il va essayer de se connecter à une base de données en interne avec un bypass parce que vous n'avez pas fait ou sécurisé votre environnement web ou même SQL. C'est-à-dire, quelqu'un, il peut faire ce bypass-là et il peut créer un utilisateur dans la base sans votre permission. Et donc là, l'idée, c'est quoi? Comment on va afficher ça? Donc, on va prendre des mesures de sécurité. Donc là, il dit, cette attaque, il va affecter les ressources Azure Arc. Donc, certainement, ce sont des informations compromises et votre abonnement Azure. Et bien sûr, là, je peux bien sûr prendre des mesures pour empêcher cette attaque future, même dans le futur, hein, et il va vous proposer bien sûr des recommandations à essayer et bien sûr à appliquer et déclencher une réponse automatisée. Une fois, on peut automatiser le workflow des alertes. Donc là, ajouter une automatisation. Si on a telle attaque, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, sur l'environnement, les conditions de déclencheur, si on a cette attaque qui est un peu grave, je vais appliquer à un service qui s'appelle Logic Apps qui va prendre des mesures bien déterminées et bien sûr qu'on va les configurer.
Mais si je détecte qu'il y a une alerte, mais il est faux positif, normalement, c'est une alerte bidon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut supprimer cette alerte de dashboard. Donc là, il y a un moyen pour make l'action. Donc là, je peux gérer les rapports en veille de menace. Donc, je peux gérer l'identité de l'attaquant, l'objectif de l'attaque, les tactiques utilisées pour l'attaquant, etc. Donc, on peut répondre facilement aux alertes de sécurité. Donc, on peut répondre aux alertes détectées pour un key vault, pour un DNS, pour le source manager, etc. Et voilà. Donc, comme étant un petit récapitulatif de ce qu'on a déjà vu, on a défini le Defender for Cloud, qui est une solution euh, DevSecOps, donc là, qu'on l'intègre dans les environnements dev, de sécurité et opérationnelle, pour la gestion de la sécurité au niveau de code ou même des environnements multi-cloud ou même multi-pipeline comme GitHub, GitLab, etc. Je peux gérer la sécurité pour Defender for Cloud, pour gérer la posture de sécurité pour les environnements en nuageux ou multi-cloud. Je peux protéger contre les charges de travail. Donc, on a les charges de travail, que ce soit des serveurs, des conteneurs de stockage, des bases de données ou autres. Je peux protéger contre les environnements hybrides. Donc, certainement, là, les environnements hybrides, ce sont les environnements cloud et non cloud. Donc, là, c'est le on-premise, hein, essentiellement. Et bien sûr, je peux bénéficier des corrections des alertes. Donc, c'est certainement, je peux se protéger avec prendre des actions bien déterminées pour automatiser la réponse pour des alertes futures. Voilà. Des questions, s'il vous plaît? Malak. Merci. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Nous avons Ali Madi. Ali Madi, la parole est à vous. Oui. Oui, allez. Ali Madi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Salam alaikum. D'abord, je tiens à remercier sur la présentation. C'est vraiment intéressant. C'est pour cela que je suis là aussi. Mashallah. Et encore quelques questions sur la question de CM, parce que je veux savoir simplement quels sont le défi de déploiement de CM dans un environnement, un environnement critique, comme par exemple sur des infrastructures nationales ou bien des réseaux SCADA. Donc, je voulais savoir tout simplement les défis de déploiement. Bon, merci pour la question, Ali. Donc, pour le déploiement, c'est pas vraiment quelque chose de complexe. Donc, on peut le déployer partout, hein. Même, je peux vous donner, on peut le déployer sur le cloud et je peux surveiller une infrastructure en premise, hein, toute l'infrastructure nationale. C'est pas grave, hein. Mais il est hautement disponible. Donc là, il faut toujours penser à la haute disponibilité de la solution SIEM elle-même. Donc, même si tu vas le déployer sur un data center privé ou un cloud privé, il faut
bien sûr, tient compte de la mesure de sécurité côté high availability. Bien sûr, les données collectées de votre environnement, on doit les protéger quelque part. C'est important hein, de les protéger parce il contient des informations sensibles sur les événements qui se passent sur votre infrastructure. Et bien sûr, vous devez avoir une équipe, voilà, une équipe qu'on appelle ça les SOC analystes, niveau 1, niveau 2, niveau 3, pour gérer, parce que le système lui-même, c'est incapable de, bien sûr, prendre des mesures correctives, même si tu vas le programmer, etc. Toujours l'être humain, il doit être là pour surveiller, pour prendre des décisions, pour mettre des actions, pour améliorer. C'est très important, ça. Voilà. C'est bon, allez. Oui, c'est vraiment, merci beaucoup. Et encore sur la question, j'ai encore d'autres questions. Ouais. Je parle surtout sur quelles sont les limites sur la technologique ou scientifique actuelle de SIAM face aux cyberattaques sophistiquées, comme par exemple les APT, le Advanced Persist Threats. Donc, je veux savoir quelles sont les limites technologiques ou bien scientifiques bon, actuellement. Bon, côté limite scientifique ou technologique, ça dépend, hein, parce que, comme vous voyez, au début, j'ai présenté le cadran de Gartner. Certainement, si je compare les solutions SIEM existantes sur le marché, donc, ils ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, côté Oui, limite ou ça c'est vrai. fonctionnalité, ça diffère de l'un par rapport à l'autre. Je parle de Microsoft et de Splunk, qui sont le top de cadran parce qu'ils sont trop puissants, ils peuvent détecter. C'est vrai que nous ne sommes pas vraiment à 100%, on ne peut pas s'empêcher 100% des attaques informatiques, hein, Quand même. mais il va vous aider à détecter le maximum. C'est-à-dire la plupart des risques de travail ou des risques de sécurité qui peuvent engendrer sur votre topologie réseau, on peut le limiter, bien sûr, avec l'éducation des gens, des collaborateurs, etc. Comme ça, on peut empêcher au maximum, bien sûr, les attaques, mais ce n'est pas vraiment 100%, toujours, même sur des infrastructures hautement disponibles et avec les infrastructures de sécurité, avec des solutions SOC ou des SIEM. Donc, toujours, il y a des bypass, il y a quelques limites quelque part, hein, mais dans certains cas, on ne parle pas de limites scientifiques parce que toujours les limites scientifiques, on doit développer la solution, on doit améliorer. Mais peut-être il y a des risques de l'être humain. Même l'être humain, il n'est pas bien éduqué, pas pour une raison ou d'autre. Ils peuvent, l'attaquant, utiliser la faiblesse de l'utilisateur final et il peut bien sûr atteindre votre infrastructure ou vos données. Merci, merci. Merci beaucoup. Voilà, C'est allé. Et encore oui, oui, et encore, messieurs, parce que je sais un petit sur Oasis et par exemple, je parle sur Oasis et Splunk, par exemple, quelles sont les principales différences entre, vous pouvez me donner un petit peu, par exemple, pour savoir en Juste, termes il de s'appelle comment? fonctionnalité. Oasis, Juste comme ça? Ouais, Ah, Oiseau, Oiseau. ouais. Oiseau, Ouais. c'est en fait, si tu achètes la licence, si tu lis ça, la version commerciale ou open source. Open source. Non, lorsque tu parles d'open source, toujours tu galères. Hein. Il n'y a pas vraiment le open source, toujours, il y aura des fonctionnalités minima. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment se bénéficier de tout. Hein. Voilà. Ah, ok. C'est-à-dire, il y a des fonctionnalités qui peuvent être non autorisées au niveau oiseau, vu que vous êtes
bien sûr, vous n'êtes pas capable de l'exploiter vu il y a des licences qui vont être, bien sûr, appliquées. Par exemple, donc l'oiseau, ils disent, bon, il ne peut pas faire vraiment le real-time monitoring, Oui, l'analyse de données, le reporting, voilà, les clouds aussi. Certainement, même pour dans certains cas, même pour des agents bien déterminés, on trouve qu'il y a des limites côté agent. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes où l'agent, ça ne oui, marche pas, hein, n'est pas vraiment adapté. Tu vois? oui. C'est-à-dire que le Wazoo, c'est-à-dire ça permet de beaucoup de connaissances pour exploiter, Ouais, pour profiter. Ah oui. Ah, ok. ouais. Donc, par rapport à, ouais, j'avais parlé aussi le Splunk. Je sais pas, Splunk, on dit comme ça, oui, Splunk. Bien, Splunk, oui. IBM, oui, Splunk. Ou bien, vous pouvez parler un petit peu sur le IBM. Il a des IBM Curadar, par exemple. Ouais. Essayez de. Bien, merci, messieurs. C'est très important sur ce séminaire parce que je bénéficiais beaucoup des informations. Ah, Je soyez suis bienvenue à ton reconnaissant. Merci d'habitude, beaucoup. hein. Merci, merci, Merci monsieur. infiniment à Merci infiniment à vous. Passons maintenant. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui a levé la main. Ok, voilà, il est là. Ah ben, qu'est-ce qu'il se passe avec toi, avec vous, Mohamed? Monsieur Mohamed, la parole est à vous. Monsieur Mohamed, est-ce que tout va bien chez vous? Vous avez accès au micro. Ok, jusqu'à l'arrivée de Mohamed. Oui, vous avez accès au micro, Mohamed. La parole est à vous. Vous n'avez qu'à allumer votre micro, vous avez accès au micro. Ok, jusqu'à l'arrivée de Mohamed. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Pas de souci, Mohamed. Vous pouvez écrire votre question via le chat. On attend votre question. Et jusqu'à l'arrivée de Mohamed, vous pouvez soit lever la main, soit écrire sur le chat vos questions. Docteur Soufiane est à votre disposition. C'est le moment ou jamais. Personne ne veut poser une question, c'est juste Mohamed qui veut poser. C'est-à-dire tout est clair chez vous? Sûr et certain? Ok, passons à la question alors de Mohamed. La question, les recommandations de minimiser les fausses alertes dans MS 106 Sentinelle. Docteur, je crois que j'ai pas très bien compris la question, moi. Oui, là, il parle de comment minimiser les fausses alertes voilà, dans Sentinel. Donc, c'est ce qu'on a déjà parlé hein, tout à l'heure. C'est-à-dire, si tu détectes qu'il s'agit d'une fausse alerte, tu peux prendre des mesures pour enlever voilà, cette alerte du panel ou du dashboard Sentinel, hein. Et dorénavant, ça ne va pas être, bien sûr, considéré. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main,
fois les écrire sur le chat. Docteur Soufiane est à votre disposition. C'est le moment ou jamais. Ok, je pense que nous avons une autre question de Aline Madi. Aline Madi, la parole est à vous. Oui, merci. En fait, je profite ce moment parce que pas de, il n'y a pas d'offre qui parle, alors que c'est vraiment du cadeau. C'est vraiment, 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 vraiment de l'opportunité avec le séminaire. Donc, sur ma question, je parle un petit peu sur qu'est-ce que c'est donc actuellement, c'est-à-dire que est-ce que le CIEM actuellement sont capables de détecter le cyberattaque ciblée à faible signature? C'est-à-dire que sinon, par exemple, quelles sont les améliorations qui sont envisagées? Les améliorations envisagées, c'est-à-dire dans quel concept? Je parle sur la signature. Quelle signature? Euh, Bon, je vais éclaircir la question. Donc, signifie que, ouais, la signature sur les attaques, c'est-à-dire sur les attaques. Oui, la signature, généralement, peu n'importe. Et donc, c'est quoi la question exactement? Comment il va détecter ou comment? Bon, vous C'est-à-dire, voyez, euh, ma question, c'est que je vais savoir sur la main, c'est-à-dire le collecte, sur le collecte, ou bien, c'est-à-dire à faible signature, c'est-à-dire à faible signature. C'est-à-dire c'est-à-dire sur à partir je parle sur le partie de règles de détection personnalisées, par exemple, tout ça. oui, oui, c'est possible, hein. Donc, généralement, comment ça fonctionne? On a ce qu'on appelle un benchmark qui s'appelle Metric Attack. Et donc, il est open source. Ce Metric Attack, il contient toutes les tactiques utilisées par les attaquants pour bien sûr, faire inouïe la cible, hein. Et donc là, il Oui, faut, généralement, on utilise ça. Mais ce que tu as dit, c'est important. On peut créer des règles de détection personnalisées, customisées, et bien sûr, il va nous collecter selon notre besoin. Et donc là, tu vas le configurer, il va commencer à détecter si on a des faibles signatures quelque part. Voilà, je peux le minimiser facilement avec les règles de détection et je suis capable dorénavant de détecter ces signaux-là. oui, je parle, monsieur, cette question parce que il y a certaines attaques ciblées dont utilisent des. Oui. Donc, je vais voir les limites qui sont. Bon, je pense qu'il y a des problèmes de connexion. Mhm. Oui, il y a un petit problème de connexion chez vous. Ok, jusqu'à l'arrivée de Ali Madi, on va voir la question de Mohamed Touben. Est-ce qu'il y a des options IA dans ce cas? Oui, madame, je Oui. suis là, hein. Je suis. Oui, oui, c'est à vous de parler. Oui, madame. Donc, monsieur, je veux qu'on parle un petit peu sur le bruit. C'est toujours dans la même question, sur, qu'on parle dans le domaine hein, dans le domaine vraiment de la cybersécurité. Donc, là, il y a ce qu'on appelle le bruit dans log. Donc, je veux savoir donc, comment le CM peut être noyé à l'intérieur, par exemple. Noyer, c'est-à-dire, oui.
Je parle des bruits de log, par exemple, à Prix? l'intérieur, ce qui est... Oui. Le prix, c'est quoi le prix? Le- C'est-à-dire que le bruit dans les logs signifie que le CM peut être noyé sous un grand volume de logs parce qu'il y a beaucoup de volumes de logs qui, Ah, non, 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 oui, actuellement, oui, c'est vrai. C'est-à-dire le stockage, tu parles. oui, c'est exactement ça. Oui, le Parce stockage, qu'il y a des t'inquiète. caches. Donc, Oui. sur le cloud, si tu fais un stockage sur le cloud, c'est, disons, théoriquement infini. Tu peux sauvegarder ce que vous voulez. Il y a des baies Ah, de ouais. stockage énormes. Mais bien sûr, là, tu vas payer hein, par coût de traitement. 5 gigas ou 1 Tera ou 10 gigas, tu vas les payer avec un coût bien défini. Hein. Voilà. Si c'est on-premise, donc certainement, tu vas sauvegarder des données, mais c'est pas pour tout le temps. Hein. Tu vas sauvegarder pour un mois en temps réel, pour 2 mois, 3 mois, et après tu vas effacer. Hein. C'est tout. Hein. Ah, Et d'ailleurs, ce sont des logs. Donc, les logs, généralement, ne sont pas de grande taille. Hein. Ce sont des fichiers qui oui, contiennent bien des sûr. Oui, 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 bien informations sûr. euh, IG. Oui, ça, c'est vrai. OK, allez, merci. Merci beaucoup, monsieur. D'autres questions, Malak? Oui, nous avons une question de M. Hadji. Ma question est suivante. Quelle solution SIM est la plus adaptée à une PME et à une grande entreprise? Quelle est l'importance de la conformité réglementaire dans le choix d'un SIM? Bon, là, je commence par côté conformité réglementaire. Donc là, ce sont tous des solutions commerciales. Si tu veux, bien sûr, déployer la solution chez vous, voilà, dans National, donc tu dois utiliser une solution on-premise, un serveur on-prem. Si tu veux, si tu n'as pas ce souci-là, tu peux utiliser les solutions cloud. Hein. Comme j'ai dit, le cloud, c'est toujours hautement disponible et c'est-à-dire plus efficace dans ce cas. Sinon, donc, côté conformité, ça dépend du choix ou des législations qui sont mises en vigueur dans certains pays. Côté pour les PME, ça dépend. C'est vrai, ça dépend du budget. Actuellement, il y a ce qu'on appelle des SOC managés, c'est-à-dire aujourd'hui, tu n'as pas la peine de jeter ou d'investir dans une solution SOC. Tu peux appeler une société, voilà, qui va gérer toute l'infrastructure voilà, à ta place. C'est tout, hein. C'est ça. Et tu payes, par exemple, par nombre de tickets. Par exemple, si vous avez 10 tickets mensuellement, tu vas payer sur ces 10 tickets. Mais pour les grandes tailles, je trouve tout, il est utilisé, hein, le SIEM, le FortiSIEM, le Splunk, le Azure Sentinel, etc. C'est clair, s'il vous plaît? Super, merci infiniment à vous. Alors, nous avons une nouvelle question de Ali Madi. Quelle est la capacité des Sims actuels à s'adapter à l'évolution des tactiques adverses dans un contexte zéro trust et multi-cloud? Zero Trust de multi-cloud. Oui, D'ailleurs, la solution que je viens de proposer, elle est multi-cloud. Ça marche sur Amazon, ça marche sur Azure, d'ailleurs, ça marche sur Google Cloud. Voilà. Donc, il s'agit d'une solution multi-cloud. Côté Zero Trust, donc le Zero Trust, on n'a pas une feature pour le Zero Trust. Euh, donc, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un ensemble de mécanismes à mettre en place, voilà, et il va nous aider
bien sûr, à bien sûr, éviter les problèmes ou les attaques 0D. Super. Autre question. Quels sont les avantages d'une solution SIM open source par rapport à une solution commerciale? L'avantage, c'est simple, c'est l'argent, hein. Tu ne vas pas payer. Tu vas pas payer. La solution pas commerciale, tu vas payer trop cher, hein, soit par un abonnement mensuel, soit tu vas acheter toute la solution. Par contre, sur une solution open source, et toi, tu vas le déployer, tu commences à l'exploiter, mais certainement, il y a des limites en termes de fonctionnalité. Super, docteur. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. Ouais. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Bon, pour moi, ce domaine, il est trop demandé sur le marché. Il faut investiguer, il faut techniquement, il faut commencer. C'est juste une image simple VM. Vous pouvez le télécharger. Vous pouvez créer un réseau informatique de votre choix, des serveurs, des bases de données, etc. Essayez de déployer une solution. Soit vous travaillez comme étant des SOC analystes ou même des fournisseurs de solutions. Ça va vous aider beaucoup à créer des opportunités dans votre pays ou même à l'international. Voilà. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Nous allons juste voir la question de Mohamed Hadji. Une autre question, quels sont les critères les plus importants pour choisir une solution SIM? Bon, là, pour les critères, certainement, là, ça dépend, hein. Est-ce que vous avez du budget ou non? Si vous n'avez pas de budget, on recommande le open source. Si vous avez du budget, tu dois choisir une solution commerciale. Et certainement, là, les solutions commerciales sont quand même un peu chères, hein. C'est pas vraiment gratuit, mais voilà, ça dépend de la taille de l'entreprise. Je pense qu'il faut voir qu'est-ce qu'on va surveiller, le nombre des agents qu'on doit installer, le type des machines, voilà, et faire une étude sur le réseau, sur la bande passante, etc. Et bien sûr, voir côté fonctionnalité, qu'est-ce qu'on a besoin actuellement côté service, hein, parce que c'est vraiment, il y aura des différences des solutions de l'un par rapport aux autres. Super. Juste, on va voir Mohamed. Mohamed, la parole est à vous. Bonjour. Oui, Oui, bonjour bonjour. Mohamed. Donc, j'ai une question concernant le Copilot for Security et l'utilisation de Copilot for Security avec Sentinel. Est-ce qu'il est utile, très utile ou non dans la vie quotidienne? Je pense qu'il a la possibilité de juste faire un résumé concernant une alerte ou une attaque. Je ne sais Ouais. pas, mais il y a une Oui, autre... le copilote, c'est important de côté sécurité. Pourquoi? Parce que généralement, le but, c'est pas, il va pas faire notre tâche, mais il va vous aider. Par exemple, il va améliorer la productivité. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu trouves une attaque qui est mal compréhensible, donc avec Copilot, je peux résumer cette attaque-là. Je peux voir brièvement de quoi il s'agit, hein. Ou par exemple, je vais mener une investigation technique sur un log. Et donc là, je vais par exemple chercher sur 5 machines, 5 serveurs dans des machines Windows et Linux, le log qui contient, par exemple,
des traces sur les malwares des malwares qui sont affectés à ces machines-là. Toute cette formulation-là, je dois écrire dans un langage qui s'appelle KQL, Custom Query Language. Et donc, le copilote, il va vous aider à écrire toute la requête en quelques secondes, hein. C'est mieux de, 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 de perdre une heure ou de 30 minutes pour écrire la requête et voir si ça tombe bien ou non. Mhm. Autre chose concernant la configuration ou la création d'une stratégie de réponse d'incidents, de créer des stratégies préconfigurées dans le cas d'attaque. Donc, Ouais. je ne sais pas si Sentinel contient cette. Oui, on a déjà parlé de ça. C'est-à-dire, on peut faire des réponses automatiques. Et donc là, je dois préparer des workflows pour automatiser la réponse dorénavant sur des attaques bien déterminées. C'est possible. Il y a des services qui s'appellent Logic Apps qui vont faire l'affaire, oui. Merci. OK, merci. Super. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université. Il y a le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On se verra, Inch'Allah, dans nos prochaines activités ou encore nos formations qui commenceront la semaine prochaine. Restez connectés. Nous vous verrons, Inch'Allah, bientôt. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et un bon vendredi. Au revoir. Merci, Malek. À la prochaine. Bye bye et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci.